Bonjour à tous et félicitations. Si vous êtes en vie, un nouveau journal de vlog, il ne reste que cela actuellement sur ma chaîne, mais ça ne durera pas. Enfin, je veux dire, le mec annonce discretos qui va fermer sa chaîne. Non, je veux dire que je pense que je vais reprendre un peu plus les vidéos prochainement. Quoi qu'il en soit, je vais commencer par ce que j'ai vu récemment, et ce que j'ai vu récemment, notamment, c'est la saison 2 de Squid Game. Vous savez que moi j'avais adoré la première saison. Est-ce que je l'aurais autant kiffé si je l'avais vu après, que ce soit devenu un tel triomphe que vraiment, enfin moi, au bout d'un moment, je ne supportais plus d'entendre parler. Je ne sais pas. Toujours est-il que je l'ai vu suffisamment tôt, on va dire, pour ne pas en avoir marre avant de la découvrir. Et ouais, j'ai adoré, vraiment adoré. Par contre, j'étais pas du tout confiant sur une saison 2. Je sais que l'auteur, qui est également le réal, tout ça, avait annoncé qu'il n'y aurait pas de saison 2, puis vu le triomphe, comme je disais, bah, évidemment, je pense que Netflix lui a pas trop laissé le choix. Et voilà, donc bon, je me disais, ok, on verra ce que ça donne. Après, j'ai eu vent de cette interview qu'il a donnée peu avant la mise en ligne de la saison 2, où il confirmait que il n'avait accepté que pour des raisons financières, en fait, hein, tout simplement, parce que c'est que son contrat, en fait, sur la saison 1 était tellement pas fair play, qu'il a pratiquement rien gagné. Donc je pense qu'il s'est bien fait avoir, notamment sur les clauses d'éventuels produits dérivés, de choses comme ça, où censément il n'y en aurait pas, puisque c'est pas des choses qui se font sur toutes les séries Netflix, et surtout sur une série comme ça, asiatique et tout. Au final, bon, c'est ce que ça a donné, et j'ai l'impression, ce que j'ai cru comprendre, que il s'est fait flouer total. Donc il a négocié de nouveaux contrats pour la saison 2 et 3, qui ont été tournés successivement, et visiblement là, il va enfin toucher de l'argent, et sérieusement, il le mérite. Donc moi pour ça, en fait, je comprenais complètement cette démarche, et je saluais de ouf sa franchise totale. Et j'ai vu quand même sur les réseaux des gens dire ah bah d'accord, non mais c'est lamentable, bon bah, c'est même pas la peine de la regarder en fait, du coup. Moi j'ai dit que je trouve juste très cool qu'il ait le courage de cette franchise, et que par contre ça n'a jamais signifié, enfin c'est pas parce que tu fais quelque chose pour l'argent, et jusqu'à preuve du contraire, énormément de films sont faits aussi pour voilà, des espoirs de gains financiers. Ça veut pas dire du tout que il va faire ça n'importe comment, prendre ça par-dessus la jambe et tout. C'est presque l'inverse d'ailleurs, parce que s'il veut que ça marche, que ça rapporte de l'argent, qu'il puisse s'enrichir enfin, j'ai envie de dire, il a tout intérêt à ce que ce soit de qualité. Est-ce que les gens disent c'est bien, etc. Donc je pense qu'il était presque plus motivé peut-être encore. Donc voilà, enfin moi j'étais pas du tout consterné ou particulièrement inquiet à cause de ça. J'étais inquiet parce que je me disais ça va être une ressucée de la saison 1. Enfin qu'est-ce qu'il peut faire de très différent, à des nouveaux jeux avec des nouveaux candidats. Enfin je savais pas trop quel angle il choisirait. Alors c'est pas du tout ce qu'il a choisi. Voilà, pour ceux qui ont vu la saison 2, ils le savent désormais. Il a choisi un prolongement direct de la saison 1. Et je trouve ça super cool. Enfin, moi, personnellement, je préfère. Donc, c'est réellement la suite des aventures qui sont développées dans la saison 1. Alors, j'ai vu des retours très contrariés, on va dire. Et moi, j'ai adoré la saison 2. Donc, voilà, sincèrement, hein, évidemment, sinon je lui taperai dessus avec plaisir. Mais je me suis régalé, j'ai été surpris. Les 2 premiers épisodes, vraiment, j'étais un peu décontenancé, genre, mais qu'est-ce qui se passe, vers où il va, etc. Et le retour dans l'arène, j'ai envie de dire, voilà, je me suis régalé, parce que ça n'a plus rien à voir avec la saison 1, évidemment. D'abord parce que lui, il y retourne, et je trouve ça génial comme idée. Et ensuite, toute cette histoire avec le joueur numéro 001, pas spoiler quoi que ce soit, parce que étonnamment, il y a encore pas mal de gens autour de moi qui ne l'ont pas vu, enfin pas encore. Et du coup, en fait, tout ce qui se déroule, alors il y a aussi plein d'autres événements que moi j'ai beaucoup apprécié d'un point de vue narratif. Toutes ces scènes, enfin il y a tellement de scènes que j'ai adorées, et il y a des scènes que j'ai préférées. Enfin, disons qu'il y a plus de scènes qui m'ont marqué que dans la saison 1. Notamment la scène par exemple, enfin je vais comme faire un micro spoil, et cette scène où ouais c'est un spoil quand même, donc je préviens, ça va durer juste 30 secondes. Cette scène où ils sont regroupés, le petit groupe là, et où ils regardent tous
en l'air en disant je me demande bien qui sont ces salopards qui nous contrôlent, etc. De là-haut, machin. Et ils lèvent tous la tête sauf un. Et cette scène, c'est magnifique. Donc voilà, gros coup de cœur. Et surtout un immense coup de foudre pour Lee Byung-hun. Donc j'espère que j'écorche pas son nom. Mais voilà, qui interprète donc le joueur 001. Ce mec a un charisme. C'est dingue. Il joue incroyablement bien. Je l'ai vu d'ailleurs, je vais en parler juste après, je l'ai vu dans Concrete Utopia, où il est fabuleux et où il est, enfin comment dire, c'est un rôle très différent. Il a un jeu qui n'a rien à voir avec celui qu'il développe dans Squid Game. Donc sublime acteur, enfin moi ça donne vraiment envie de voir beaucoup plus de sa filmo. Et pour moi il tire le show vers le haut de dingue. Mais tous, hein, ils sont vraiment très bons. Les éléments comiques, souvent voilà, ce genre de séries asiatiques et tout, c'est très bien dosé. Moi qui suis un peu allergique à ça, là ça passe crème. Donc voilà, très belle surprise pour moi, qui a dépassé mes attentes. Hein. Alors, je sais que j'avais des potes par exemple qui avaient d'énormes attentes et qui trouvent que c'est à chier, enfin que c'est un scandale, machin. Alors moi c'est pour être tout l'inverse. J'avais pas d'énormes attentes, j'espérais juste pas être trop déçu. Mais je m'attendais pas du tout à être enthousiaste. Et là, j'ai très hâte de voir la saison 3, donc apparemment tournée, emballée, toute prête à sortir, et qui devrait débouler, si j'ai bien compris, fin juin. Donc ça va, c'est pas trop d'attente finalement. On verra comment ça se conclut, mais je suis assez confiant. Vraiment, l'auteur de cette série, je trouve que pour l'instant, il ne cède pas à la facilité. Pour moi, la facilité, c'était réellement de laisser tomber tous ces personnages, tout ce plan narratif là, et se dire voilà, tant d'années plus tard, il y a à nouveau des jeux qui sont organisés, et voilà, il y a de nouveaux personnages qui y vont, il se passe ci, il se passe ça, et c'est sans fin. Après ça devient un truc, tu peux le développer à l'infini en fait. Ça m'aurait déçu quoi. C'est pas du tout ce qu'il a fait. Donc oui, je disais que j'ai vu Concrete Utopia, qui est sorti un petit moment pourtant, mais qu'on m'avait recommandé, et où on retrouve donc cet acteur, et j'ai beaucoup aimé. Même si voilà, j'ai tout petit reproche à faire, mais globalement, gros coup de cœur, voilà, ce film a été encensé de partout, et je comprends pourquoi. Et alors je démarre bien, mais alors là ça va se casser la gueule très vite. Je commence direct par m'auto-flageller en public avec mon avis sur A Real Pain, donc ce film qui a été encensé de partout, quoi, vraiment un chef-d'œuvre, bouleversant, acteur fabuleux, etc. Il y a aussi d'ailleurs le frère de Macaulay Culkin. Ce n'est pas que ça joue mal, c'est pas que c'est irregardable ou je sais pas quoi, évidemment, mais j'ai pas du tout aimé. Ça a été a real pain de regarder ce film, franchement, atroce, j'ai trouvé ça chiant, ça va nulle part, j'étais pas ému, voilà, donc ces deux cousins qui font un périple sur les traces du passé de leur grand-mère en Pologne, il me semble bien, voilà, dans les camps, etc. Non, je trouvais ça pas bon. Enfin, vraiment, hein, je me suis dit, on dirait un mauvais Woody Allen. Enfin, je ne sais pas, bref. Voilà. J'ai honte parce que tout le monde a adoré, donc c'est moi qui ai des goûts de merde. Et alors, oui, alors, un truc que j'ai détesté et qui a, je pense, faut être sincère, grandement contribué à mon rejet du film, c'est le travail sonore. On a une musique de piano digne de Richard Klederman. J'allais dire Michael Nyman, mais Michael Nyman, à côté de ce que j'entends là, c'est un génie. Et c'est non-stop. C'est-à-dire que ça commence, c'est très prétentieux, très dégoulinant. C'est pour ça que je pense à Klederman. Et ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête plus, en fait. Tu as quelques pauses, et sans mentir, mais vous pouvez faire le test. Quand il y a une pause de piano dans le film, c'est pour moins de 5 minutes. Et après ça repart. Et ça repart sur un quart d'heure, enfin c'est sans fin. Et ça continue, et surtout c'est géré pour te péter les couilles en fait. C'est-à-dire que le volume est très fort. C'est-à-dire que c'est de l'habillage, mais en fait par exemple les personnages vont parler entre eux, etc. Et par-dessus, tu vas avoir cette musique nulle de piano, à fond les ballons quoi. Pour t'émouvoir, pour te montrer que oh là là, ce qu'on regarde. Ah mais va chier quoi. Je ne supporte pas, en fait quand on fait les trucs sans aucune subtilité, quand tu sais, on appuie sur le truc, genre tu vas être ému, oui, bon. Oh merde. Et donc la musique de piano, mais ah purée, je l'ai haï. Voilà, c'est la haine. Donc bref, voilà, c'était horrible. Élévation, genre de survival avec monstres. Moi sur ces trucs-là, je suis bon public, mais là ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi d'être bon public. C'était nul, ultra cliché, beaucoup de
j'allais dire de facilité scénaristique, mais non, c'est beaucoup d'incohérence scénaristique, c'est pas tout à fait la même chose. Plein de trucs où tu dis, bah non, c'est pas possible là. Et puis ce concept de créature qui ne peut pas, comment dire, sévir au-delà d'une certaine altitude. L'humain, enfin une espèce de génie des mathématiques, hein, du coup, a fait un trait blanc, comme en la peinture, quoi, sur des kilomètres et des kilomètres, des centaines de kilomètres, quoi. Et comme ça, les gens, ils savent, si tu mets ton pied hors de la ligne, tu peux mourir. Si tu mets ton pied derrière la ligne, le monstre, il peut pas t'atteindre. Ouais, c'est chaud quand même. Parce que, du coup, t'as des scènes notamment donc de poursuite où les types à la dernière seconde franchissent la ligne et c'est comme aux Jeux Olympiques, genre hop, ah non, tu peux pas. Enfin, ou comme les jeux à la cour de récré, quoi. Donc t'as la créature qui s'arrête, oh bah non, je peux pas. Et la créature, elle peut pas repérer la ligne, elle peut pas. Enfin, en fait, ça n'a aucun. Le concept de base pour moi est nul à chier, quoi. Censément, il mourrait s'il dépasse cette altitude, mais c'est des animaux, donc il y a un moment. S'ils pourchassent une proie, eh ben ils vont mourir en réalité, ils vont pas lâcher la proie. Enfin, on le voit bien dans la nature, quoi. Il y a plein d'animaux qui se mettent en danger ou qui provoquent leur propre mort, quoi, parce que l'instinct de chasseur est plus fort que tout, quoi. Et donc bref, rien ne tient. Il y a les relations entre les personnages, c'est nul. Mais quelle merde. C'est dommage d'ailleurs parce qu'il y a cette actrice que j'aime bien qui jouait la meuf de Deadpool, là. Et qui là est très très différente. Enfin, on est très très loin de son personnage dans Deadpool. Et elle, je l'aime beaucoup. Et elle, en plus, son personnage, il est voilà très dur, grande gueule, amer, à mort et tout. Au début, j'aimais bien, je me suis dit, putain, elle est intéressante. Et en fait, non, c'était à chier. Et je vais terminer avec une extraordinaire surprise, sans doute la claque de ce début d'année. Une claque que je dois à Netflix. Avec Ad Vitam, le chef-d'œuvre qui met en avant les exploits incroyables de Guillaume Canet, une purge, des cascades à la bébelle. Alors, franchement, quand même, toute la scène où il est avec son petit truc là, à moteur, ah merde, avec son truc de parapente là, c'est filmé, on dirait vraiment un film des années 70 avec Belmondo. C'est-à-dire que tu regardes, c'est pas du tout spectaculaire, sauf si tu te dis. Ouais, c'est fait sans trucage et tout, du coup, ouais, c'est sympatoche. Je suis fou ou on se fait chier et c'est pas impressionnant. C'est comme dommage. T'as le mec qui est là, il fait... Oh merde. Ah là, c'était pas bon, c'était pas bon. Et pourtant, Guillaume Canet, bon, c'est pas mon idole, mais il y a quand même des films où il est excellent. Enfin, quand il veut, c'est un très bon acteur, c'est un bon réal aussi. J'ai rien de particulier contre lui. Après, humainement, c'est pas un mec que j'adore, hein, je le dis très franchement. Pas d'affect particulier, il m'est pas très sympathique, mais bon, c'est pas forcément ce qu'on lui demande non plus. Mais là, le film, on dirait vraiment un téléfilm c'est pas, non, voilà. Ça va sûrement cartonner, hein, c'est obligé. Et puis il y a aussi le phénomène de curiosité, de toute façon, les gens regardent parce qu'ils sont curieux de voir ça, et puis parce qu'ils sont abonnés à Netflix, donc c'est gratos, enfin voilà quoi. Mais pour moi, grosse déception, ça aurait pu être sympa, hein, franchement, et puis ça ressemble un peu trop à d'autres films français que j'ai vus par le passé, où c'est des intrigues vraiment assez similaires. Je veux pas spoiler parce qu'il vient de sortir, donc je préfère trop rien en dire. Je suis certain qu'il y en a beaucoup parmi vous qui comptent enfin parmi ceux qui comptent le voir, qui ne l'ont pas encore vu. Mais voilà, moi personnellement, je vais regarder jusqu'au bout, hein, ça va. C'est sympatoche quand même, quoi. Mais vraiment, non. Et la toute fin, aïe. Bref. Bon, je vais m'arrêter là-dessus sur les trucs que j'ai vu récemment et j'enchaîne directement avec les questions sélectionnées. Ah oui, peux-tu nous montrer la sculpture de panthère qui est apparue derrière toi? Oui, donc elle est ici, je vais vous la montrer. Grâce à mes muscles en acier trempé, je la tiens à un seul bras. Et il s'agit donc voilà, d'une extraordinaire sculpture qui m'a été offerte par la femme de ma vie. Pour Noël, donc voilà, et c'est tout ce que j'adore, et voilà, tellement années 80, enfin pour moi ça fait années 80, c'est tout à fait le genre de truc que je crois que je me suis foulé bref, tout ce que je surkiffe, donc je suis trop heureux, et c'est un hommage à une sculpture de Émile Louis Bracmond, donc qui avait réalisé une sculpture sublime en 1925 je crois, et je vais vous mettre un visuel et vous allez voir, donc elle est différente, hein, c'est vraiment je pense que c'est un clin d'œil clairement volontaire, mais voilà, la texte, enfin même les muscles sont elle est plus réaliste, enfin c'est un traité plus réaliste.
Donc c'est pas la même, mais voilà, quand je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé, je dis putain, ça me rappelle quelque chose que j'ai adoré par le passé, et c'était cette autre sculpture. Donc voilà, tu n'as pas cité le double album des Guns N' Roses, Use Your Illusion, qu'en penses-tu? C'est vrai que j'ai oublié, j'ai vraiment... Oh merde. Heureusement que je me la pète pas quand même, hein. Heureusement que je suis pas là, cinéphile professionnel et expert en tout, bon. Ouais, je l'ai oublié, après c'est un peu révélateur. Moi, alors, le Use Your Illusion, c'est un album que j'ai adoré, hein, vraiment adoré. Par contre, c'est-à-dire que je l'aurais mis derrière, voilà, je dois être sincère, hein, donc j'écoute un milliard de fois sa sortie, mais pour moi c'est très en dessous de Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me par exemple, et très en dessous aussi de Sign of the Times. Parce que, comme je l'ai dit, sur ces deux doubles albums-là, il n'y a rien à acheter. Et pour moi, sur Use Your Illusion, même si il y a énormément de morceaux que j'adore, j'en ai au moins 4-5 que j'aime presque pas. En fait, voilà. C'est rare, enfin, voilà, dans un disco de Guns, je précise que je fais partie des rares personnes qui ont adoré à sa sortie Chinese Democracy. Pour moi, c'est une tuerie ce disque, qui est donc en fait l'album solo d'Axl Rose. Hein. Et pour moi d'ailleurs, c'était la preuve que tout ce que j'adore chez Guns, en fait, c'est Axl Rose. Ça vient d'Axl Rose, quoi. Mais ouais, je ne l'ai pas cité parce que j'y ai pas pensé. Et ça m'a surpris quand même quand j'ai lu ton message, je me suis dit, mais what the fuck, quoi. Donc voilà, donc je l'aurais cité, hein, évidemment, hein, si j'y avais pensé, mais je l'aurais mis derrière. Je l'aurais mis entre Melancholy et Sign of the Times, mais pas devant, quoi. C'est un très bon double album quand même, hein. C'est pas parce que j'aime pas tout que c'est pas bien. D'autant qu'il y a quelques chefs-d'œuvre dessus. Ton avis sur la voix de Alain Dorval, recréée par intelligence artificielle sur le film Armor? Ouais, j'ai vu ça, alors j'ai vu ça hier, hein, parce que la question elle date de ce matin carrément, mais je sais pas trop quoi en dire, sinon que, hormis tous les débats éthiques, machin, vous savez, enfin si vous me suivez un petit peu, vous savez ce que je pense de l'intelligence artificielle et de son utilisation en matière d'art. Voilà, il y a des domaines où je trouve que c'est génial et ça va forcément être génial, il n'y a pas de souci. Mais tout ce qui est création artistique, là je fais mon vieux réac Sardou.x1000. Je suis archi contre, et même ça me fout les boules, enfin j'ai carrément, ça me fait peur, quoi. Voilà, pour l'avenir de la création, je veux dire. Alors c'était sûr que ça allait arriver, hein. Je pensais pas que ça arriverait comme ça. Ce qui me choque le plus, c'est le rendu. C'est-à-dire que moi en fait, donc j'apprends ça. Alors il y avait des sources contradictoires, hein. Au début, j'avais entendu que les ayants droit n'avaient pas été consultés, que donc ça me semblait impossible ceci dit. Mais bon. Après j'ai vu que si en fait, et que c'est sa fille Alain Dorval qui encaissera l'argent et a donné son feu vert. Il y a des gens qui vont trouver que c'est rendre hommage, enfin que c'est prolonger l'œuvre de Dorval, je sais pas quoi. Je dis ça parce que j'en ai vu des commentaires comme ça. Et comme une énorme majorité qui vont dire c'est lui manquer de respect, enfin c'est inadmissible en fait éthiquement. Alors je dois dire après réflexion que c'est exactement comme les fausses chansons de Michael Jackson, des trucs comme ça, hein. Enfin et un milliard d'autres trucs. Ouais, c'est de la merde. Enfin éthiquement c'est de la merde. Ce qui m'a le plus surpris, parce qu'à la limite, moi je pense ça, mais bon, si si ça devient légal, parce qu'à un moment il va y avoir un problème de légalité, et ça va pas être illégal évidemment. Donc elle a donné son accord, voilà, c'est elle qui décide, hein, c'est un peu comme la bande dessinée avec Gaston là, qui est sortie cette année ou je sais pas quoi, où il y avait eu des conflits avec les ayants droit ou je sais plus quoi, enfin bref, ça me passionne pas mais j'en entends parler. Dès lors que tout le monde est d'accord et que c'est voilà, il y a des choses qui sont faites dans les règles et tout, j'ai rien à en dire à part donner mon avis évidemment, mais de mon avis d'acheteur ou de lecteur ou de spectateur, tout ça. Là, moi, quand j'ai cliqué sur le lien qu'on m'a envoyé, ce qui m'a choqué, c'est la qualité du rendu. Parce que je veux bien qu'on s'extasie sur les performances de certaines intelligences artificielles, mais là, c'est de la merde. Enfin, moi, j'ai regardé j'ai écouté la voix de Dorval recréée. Oui, alors on la reconnaît, enfin, c'est effectivement, oui, une partie tu la reconnais, mais elle a quelque chose de métallique, de aigu, enfin il y a un truc qui ne va pas du tout et qui est très désagréable à l'oreille. Donc je trouve qu'en plus de dire c'est pas bien de faire ça, c'est vraiment de la merde et tout, on aurait pu enfin moi je l'aurais reconnu par contre, tu vois, si le résultat avait été bluffant, et aussi je m'étais dit par contre
je reconnais que si t'es pas au courant, tu crois que c'est Dorval qui a fait le doublage, quoi. Et c'est presque ce que je m'attendais à dire. Sauf que quand j'ai écouté, c'est une catastrophe, quoi. C'est pas possible. Tout le film est comme ça, c'est pas possible. Bon, alors, pardon, ça me rassure presque en fait. Par contre, alors ça va évoluer, hein, donc je pense que dans quelques années, ce sera impossible de déceler le vrai du faux. Mais là, pour l'instant, visiblement, ils y sont pas encore. Donc je trouve ça plutôt rassurant. Parce que bon, là c'est Stallone, mais il y a le cas Eddie Murphy aussi qui pose vraiment problème parce qu'on ne trouve pas, pour moi, hein, une nouvelle personne qui puisse doubler. Sans que vraiment ça casse nos souvenirs, quoi. Mais c'est comme ça, faut respecter. Bon, la personne n'est plus là, elle est plus là, faut faire avec. Donc là, Dorval nous a quittés, faut l'accepter. Donc voilà, c'est une réponse un peu longue, je suis désolé. C'est quoi la phrase en bas de l'affiche de Bret Easton Ellis que je trouve sublime? Ah, vous avez été plusieurs à me dire, elle est géniale cette affiche, etc. Ouais, elle est vraiment géniale, elle est juste là. Alors donc oui, c'est quoi la phrase en bas? Oui, parce qu'il y a donc marqué Bret Easton Ellis et en bas il y a deux lignes avec une phrase. La phrase c'est No one will ever know anyone, we just have to deal with each other. Personne ne connaîtra jamais personne en fait. C'est voilà les uns les autres. Nous avons juste à nous gérer en fait, enfin à faire avec, les uns avec les autres quoi, à nous supporter on pourrait dire. Un peu entre la misanthropie et le pessimisme, voilà. Et une phrase extraite donc, pour ceux qui l'auraient pas reconnu, du roman Les lois de l'attraction. J'ai revu 2 Days in LA du scénariste de Basic Instinct avec James Spader en tueur psychopathe et un casting incroyable. Qu'en as-tu pensé? Je me souviens de ce film, je l'ai vu à la fin des années 90 si je ne dis pas de bêtises. Et je l'avais beaucoup apprécié pour son histoire. J'avais adoré le scénar, l'histoire, et puis James Spader, je l'adore. Et voilà, enfin c'était très bon. Il faudrait que je le revoie parce que par contre, quand je dis je l'ai pas revu depuis vraiment super longtemps. Là, je pense que c'est la même personne qui me pose la question. As-tu vu Spider dans la série Blacklist? Si t'as aimé la série Chacal, je te conseille les romans de Robert Ludlum. Robert Ludlum, j'en ai lu quelques-uns. Mort dans la peau, où il utilise de Ruiz Carlos, dit Chacal face à Bon, ouais, ça je connais très bien. Je suis pas hyper fan, mais c'est super bon, hein, Robert Ludlum. Et oui, si, j'ai vu Blacklist. Alors j'ai pas vu, j'ai vu les 2 premières saisons, et après j'ai lâché. Voilà, j'ai trouvé que ça devenait moins bon. Donc, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. La première, elle est extraordinaire. Lui, il est fabuleux en plus, mais même tout, enfin c'est super bon quoi. La 3 du coup j'ai pas vu et après j'ai arrêté de regarder. Ma B-side préférée de Cure, c'est Lament, un chef-d'œuvre. Mon double album préféré, The Melancholy and the Infinite Sadness. D'ailleurs, as-tu un avis sur ce groupe et Corgan? Sais-tu que Marilyn Manson est fan de cet album? Smashing Pumpkins et Corgan, je vais vous épargner d'y répondre parce que j'ai répondu plein de fois en fait. Donc je te renvoie à mes précédents JDV, il y a pas mal de fois où j'ai parlé de ce que je pensais de Pumpkins et de Billy Corgan. Lament de Cure, oui, chef-d'œuvre, mais alors vraiment, hein, effectivement, je suis complètement d'accord. Il y en a pas mal, hein. Babel, Fear of Ghost, mais il y en a tellement en fait. Enfin bon bref. Et est-ce que tu sais que Marilyn Manson est fan de cet album? Voilà, étant fan hardcore de Marilyn Manson depuis ses tout débuts. Oui, je suis au courant. Enfin, j'ai même vécu l'amitié très forte hein, qui existe entre Marilyn Manson et Billy Corgan. Billy Corgan, qui était d'ailleurs à l'anniversaire de Marilyn Manson il y a même pas une semaine. On a vu des photos. Donc c'est l'amitié d'une vie, enfin là, quasiment. Ils sont extrêmement proches. Oui, donc je me doute que Manson, enfin je savais que Manson était fan de cet album, mais qui ne serait pas fan de ce double album, franchement, sincèrement. Enfin, à part des gens qui peuvent passer avec les groupes, mais quand t'es pas allergique, je veux dire. Ton avis sur ce qui se passe à Los Angeles actuellement? Et mais qui suis-je pour vous donner mon avis sur ce qui se passe à Los Angeles actuellement, j'ai envie de dire. Alors, je suis comme tout le monde, hein. C'est horrible, je regarde, je suis consterné. Enfin voilà, en plus c'est pas du tout fini, hein. Là, au moment où j'enregistre, la situation est à nouveau en train de dégénérer, mais sur une autre zone, enfin c'est incroyable. Vraiment, c'est vraiment fou quoi. Sur un quartier comme ça, c'est dingue. Et quand je dis que c'est dingue, je parle de enfin, la façon dont ça a été géré, voilà, alors, on a un problème quand même avec le gouverneur de Californie, avec la maire de Los Angeles. Il y a des trucs, mais je vais pas trop m'étaler dessus parce qu'en fait, j'avais juste posté une vidéo de justement de Karen Bass à son retour bref, à son retour, on va dire, on va pas commenter trop, et où voilà, on lui demande un peu de rendre des comptes. Ça me semble pas sidérant quoi, et où on a volontairement aucune réponse.
Et c'est surréaliste, et ça dure longtemps, hein, ça dure plusieurs minutes, c'est surréaliste. Et j'ai juste dit ça, j'ai dit c'est dramatique et surréaliste de voir ça, enfin on en est là, enfin en politique, enfin mais parce que c'est symbolique de plein de trucs qui se passent dans le monde, enfin depuis quelques années. Et alors j'ai un autre youtubeur qui est venu pour me dire quand on maîtrise pas le sujet, on la boucle en fait, les gars. Non. Ok. Voilà, donc bon, je me suis un peu énervé parce que je ne pense pas qu'il était habilité à me parler comme ça. Et puis surtout qu'il n'y avait aucun argument, enfin c'était rien du tout. Et en fait le truc c'était effectivement, c'était si tu condamnes quoi que ce soit commis par des démocrates, tu es pro-Trump et tout. Et si tu... Enfin donc il faut fermer les yeux, regarder ailleurs, fermer sa gueule. Bon c'était ridicule, voilà. Enfin c'est plus que ridicule, pour moi c'est nauséabond hein, comme philosophie, parce que c'est même dangereux. Enfin, moi, j'ai été élevé dans tout l'inverse de ça. Hein. C'est à droite comme à gauche. Quand il y a un truc qui va pas, faut le dire. Bref, passons. Donc, je vais pas trop commenter, mais c'est quand même, il y a quand même beaucoup de questions. Ah oui, et puis oui, il me suggérait également que si tu n'es pas un spécialiste des règlements climatiques, tu fermes ta gueule. Sauf que là, clairement, ça dépasse de très loin le problème du dérèglement climatique. Genre, quand à un moment tous les puits sont vides, que il y a des coupes de budget, enfin bon, bref. On va pas trop s'étaler là-dessus. Mais je veux dire que oui, il y a un problème climatique, ça c'est sûr. Mais là, les proportions, c'est pas dû à ça. C'est dû qu'à un moment, les gens n'ont pas fait leur travail. Ils ont pris des décisions catastrophiques. Donc voilà, si toi tu préfères ne pas le dire parce que ça politiquement ça ne t'arrange pas, bah tu le dis pas quoi. Mais moi je me censure pas sur les trucs comme ça. Te souviens-tu de l'émission, la dernière séance animée au début par Eddie Mitchell sur FR3 et consacrée au classique de cinéma américain d'avant les années 80, 50, 60, 70? Si oui, est-ce que c'est une émission que tu aimais regarder, genre d'émission qui fait aujourd'hui cruellement défaut, car ça permettait de donner le goût du cinéma, apporter une culture cinématographique aux gens, mais je suis tellement d'accord avec toi, et je regardais religieusement la dernière séance avec Eddie Mitchell, j'adorais cette émission, et mes enfants, donc comme toi j'imagine, hein, moi j'étais gamin, hein, vraiment, c'était formidable parce que il nous a transmis sa passion et son amour du cinéma, et d'un cinéma qui n'était pas forcément le nôtre. Alors moi je trouvais ça super parce que moi j'étais fan de trucs, voilà, si vous suivez ma chaîne, vous savez ce que j'adorais en termes de films et de cinéma. Quand j'avais, je sais pas, 8, 9, 10 ans, un truc comme ça. Et bon, les westerns, c'était pas trop mon truc, même les vieux polars et tout. Mais lui, il en parlait avec tellement de spontanéité, de passion et tout, me donnait envie de regarder, et je regardais, et mais le nombre de chefs-d'œuvre que j'ai découvert grâce à lui, mais c'est même pas la peine en fait, quoi. Donc il y a énormément de films, tous les grands westerns que je vénère aujourd'hui, je les ai vus à la dernière séance. Il n'y en a aucun que j'ai découvert autrement. Enfin si, peut-être des trucs avec Eastwood beaucoup plus récents, mais enfin bref, en tout cas pour tous les vieux classiques, c'est grâce à la dernière séance. C'était fabuleux. Il y avait ça et le cinéma de minuit. Le cinéma de minuit, c'était beaucoup plus... Enfin, il n'y avait pas cette chaleur humaine, il n'y avait pas ce ton et tout, quoi. C'était fabuleux. Je lui dois tellement de découvertes. Voilà. Donc, je m'en souviens... Ah, mais attends. Laisse tomber, attends. Ouais, je suis allé rechercher ça parce que je vous l'avais montré dans une vidéo il y a longtemps. Magnifique fascicule de la dernière séance pour la projection de L'étrange créature de Lac Noir en 3D. Et que j'ai regardé en direct voilà, quand j'étais enfant. On va dire que le résultat était bon, mais on s'en fichait en fait. On était, c'était magique, c'était formidable, et c'est un souvenir tellement beau de l'animateur. Bon. Et oui, toujours les lunettes extraordinaires. C'est tellement la classe. Donc voilà. As-tu récemment entendu parler de ce qu'a dit sur RTL Thierry Lhermitte sur Le Monde et Libération, en gros, que des films qui sont encensés par ces journaux font des bides, qu'ils ont un goût prononcé pour ce qui n'est pas susceptible de plaire aux gens? Est-ce que c'est un point de vue que tu partages? Oui, j'ai vu ce passage, j'ai vu passer ça sur les réseaux, le passage où il en parle. Ça m'a beaucoup fait rire parce que je vois très bien ce qu'il veut dire, et en fait, à la fois, on peut pas résumer la situation à ça, parce qu'il y a plein de films, enfin, il y a plein de films. Peut-être pas. Enfin, il y a des films qui sont encensés par tous les trucs d'intelligentsia, voilà, Le Monde, Libé, et qui sont quand même des succès populaires, mais non, mais en fait, c'est vraiment une minorité de ouf. Effectivement, on va pas se mentir. C'est une minorité, ouais, non, c'est sûr. Donc, ouais, je suis assez d'accord, mais après, je suis assez d'accord avec ce qu'il exprime. Après, je suis pas certain. Je pense plutôt que c'est eux. En fait, alors, c'est mon avis. Moi, j'ai rien contre, Libé. Bref. Mais, enfin, j'ai rien contre Le Monde, par exemple, genre Le Monde, quoi.
ils ont une exigence et des sensibilités qui sont quand même effectivement pas du tout représentatives de la population, quoi. Voilà. Mais ils le savent. Donc, et même quand tu lis Le Monde, tu le sais. Donc bon, une fois que ça c'est dit, mais c'est vrai que est-ce qu'il serait un goût prononcé pour ce qui est susceptible de pas plaire aux gens? Je pense pas, je pense pas. Je pense qu'ils sont sincères. Enfin, tous ces trucs-là sont sincères, hein, évidemment. Hein. C'est comme les Inrocks que je conchis. Mais c'est comme j'étais chez Steve il y a quelques jours pour l'interview, enfin le questionnaire beauf. Voilà, le beauf show, pour savoir quel est mon degré de beaufitude. Et c'est vrai que par exemple à un moment je rappelais que moi j'ai toujours été fan des inconnus et pas vraiment des nuls. Les nuls ça me faisait rire, hein, je regardais quand même, j'aimais les deux, mais les inconnus me faisaient chialer quoi. Mais c'était tellement violent à l'époque, hein, je parle des inconnus donc les grandes années quoi. Les fausses émissions télé et tout, mais ils tapaient tellement dur, mais ils en avaient rien à foutre quoi. Ils avaient vraiment, comment dire, aucune barrière quoi, et vraiment voilà, j'adorais. Et je lui disais par exemple pour plein de gens aimer les nuls c'était faire preuve d'intelligence, aimer les inconnus c'était un beauf quoi. Voilà, c'est ça, c'était la ménagère machin, alors que les nuls tu comprends c'était non c'est vraiment drôle, oh, c'est très drôle, et mais vraiment il y avait vraiment ça et c'est resté alors que quand tu réfléchis, les nuls, enfin, genre, la blague des deux doigts de whisky, enfin, c'est vraiment pas si non, en fait. Je pense pas que eux, ils le désiraient, ça, d'être mis dans cette case-là, quoi. Mais bon, c'est ce qui s'est passé, quoi. Donc voilà. Est-ce que tu te souviens précisément de l'année pendant laquelle tu as perdu tout intérêt pour la musique mainstream, le moment où tu as décidé de tourner le dos aux radios orientées musique actuelle? Pour ma part, ça remonte à 94, 95. J'ai toujours aimé la musique mainstream. Ah non, non, attends, pardon. Ouais, toujours, jusqu'au moment où j'ai trouvé ça à chier, quoi. C'est exactement ta question, quoi. 94-95, ouais, bah, en fait, c'est drôle parce que je pense que je suis pas très loin de ça. Fin des années 90, ça c'est sûr. Après, il y a des trucs que moi j'estime mainstream, mais c'était mainstream en fait aux États-Unis. Mais on peut pas dire que ça l'était en France. Les années 90, Manson aux États-Unis, il était numéro 1 tout le temps. Par exemple, Marilyn Manson, il faisait la couverture de tous les plus grands magazines. Enfin, c'était le mec mainstream par excellence en fait. Mais en France, pas du tout. Et moi, j'adorais Manson, donc on aurait pu dire que j'adorais encore la musique mainstream. Mais bon, voilà. Idem Eminem, j'adorais Eminem. Eminem était over mainstream, quoi. Mais pas en France, du tout. Donc voilà. Et les radios, tourner le dos aux radios, j'ai jamais écouté la radio, comme j'ai déjà précisé, j'écoutais pas la radio. Mais j'ai jamais écouté la radio, vraiment jamais. Enfin jamais. Genre j'avais jamais une radio où je me disais j'adore la musique qui passe. Non mais vraiment jamais. Il y avait tout le temps trop de merde. Bon, j'écoutais des disques ou des cassettes bricolées quoi, mais c'était très très rare. Quand j'étais vraiment très 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 jeune, ce qui arrivait c'est que j'ai pas l'argent pour avoir un disque, enfin ou plutôt oh, j'ai pas l'argent de poche, ça c'est sûr, mais donc j'ai aucun moyen d'avoir le disque de la chanson que j'adore. Et du coup, ça par contre, je me souviens, mais j'étais vraiment tout petit. Hein. Je me mettais sur la radio, donc c'était, je pense, Énergie, les premières années d'Énergie, et en espérant, c'est-à-dire que je laissais pendant 1 heure, 2 heures en fond sonore pendant que je jouais dans ma chambre, et en espérant qu'il y ait ma chanson qui passe. Et à ce moment-là, je bondissais sur mon petit radio-cassette et j'appuyais sur enregistrer. Voilà, donc j'avais jamais la chanson en entier évidemment, mais c'était pas grave. J'avais un bout, je pouvais, enfin voilà. C'était génial, c'est bref, tout de vieux con. Avec le décès de l'actrice Olivia Hussey, la veille de ce dernier journal de vlog en date, je me demandais quel était ton avis sur le film Black Christmas de Bob Clark sorti en 74 dont elle était l'héroïne. À mon sens, un des plus grands films horrifiques des années 70 et un des quelques vrais chefs-d'œuvre que compte le slasher. Avec une atmosphère de lourdeur, malaise rarement égalée dans ce sous-genre. J'oserais même dire un meilleur film que le Halloween de Carpenter, même si ce dernier reste excellentissime. Mais excusez-moi, boire un verre d'eau. Et qui aurait mérité autant de visibilité que celui-ci à l'époque. Alors je vois pas, j'ai honte, hein, mais n'ayant pas aimé, alors je l'ai vu Black Christmas, je l'ai même vu 2 fois. J'ai pas aimé, j'ai vraiment pas aimé. Je sais qu'il est culte de ouf, hein, et c'est même, je l'ai revu du coup il y a quoi 3 ans, tout comme ça, parce que justement
Je voyais qu'il y avait plein de rééditions, enfin en tout cas aux États-Unis, des trucs comme ça, énormément tout d'un coup de produits dérivés, de t-shirts, de trucs, enfin voilà, il y avait une espèce de hype sur ce film. Je l'ai revu, j'ai trouvé ça vraiment... mais alors, je dois préciser que je n'aime pas les slashers. Donc en fait, mon avis, voilà... Alors, un des plus grands films horrifiques des années 70, pour moi, mais pas du tout, du coup. Pas du tout aussi, parce que pour moi, horrifique, c'est pas slasher. Slasher, pour moi, c'est divertissement. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, ou deux même. Pour moi, les vendredis 13, ça me fait pas peur. Enfin, moi, j'ai jamais hein, rencontré quelqu'un qui m'ait dit « Mais quelle trouille ça m'a foutu, vendredi 13, 8 !» Enfin, tu vois, non. C'est du kiff, mais c'est du kiff parce que c'est fun, quoi. Halloween, moi quand j'étais... Alors le premier Halloween hein, de Carpenter, hein, celui dont tu parles, moi il m'a foutu les glandes par contre, hein, celui-là il m'a vraiment fait peur. Mais j'étais très petit, enfin je l'ai vu, j'avais 10 ans, enfin je sais même plus. Donc ouais, celui-là il m'a vraiment foutu les glandes. Mais les suites, non, quoi. Même quand j'ai kiffé, hein, les Halloween, il y en a beaucoup que j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, c'est pas pour moi, ça fait pas vraiment peur. C'est plutôt... Et dans les années 70, il y a eu tellement de films terrifiants que... non. Enfin, pour moi, non. Je sais plus avec qui je parlais de Audrey Rose, là, le film des années 70, de Possession, hein, tout ça. Quel disco tu préfères entre Sardou Farmer et Polnareff? Ah bah, alors, c'est simple, je vais faire en volume comment dire, par rapport à la carrière et aux albums sortis, le pourcentage de ce que j'adore. Par exemple, Sardou, le pourcentage de ce que j'adore sur toute sa carrière, c'est pas grand chose. Hein. Moi, ça sort pas des années 70 et début 80. Or, le mec, il a pas arrêté de sortir des disques jusqu'à, je sais pas, 1 an, 2 ans, je sais plus. Voilà, j'en aimais aucun. Enfin, c'est pas du tout, voilà, c'est pas du tout mon truc. Donc celui-là, je dirais en dernier, parce que voilà, quand t'aimes 15% de la disco d'un mec, tu peux pas dire que bon. Farmer, il y en a un peu plus, je pense, par rapport à sa disco, donc je la mettrai en deuxième. Et Polnareff, j'adore presque tout, à part l'album Enfin, que je trouve vraiment pas bon, enfin qui ne me plaît pas. Je kiffe pratiquement tout. Donc voilà, en fait, donc Polnareff fait quand même d'assez loin devant Farmer, et Farmer assez loin devant Sardou. Voilà. Team chapeau melon et bottes de cuir ou amicalement vôtre, chapeau melon et bottes de cuir, parce qu'amicalement vôtre, je sais que ça avait été rediffusé à la télé quand j'étais tout petit, mais c'est plus une série de ma sœur par exemple, je crois qu'elle m'en avait parlé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, où elle, quand ma sœur elle a 10 ans de plus que moi, et elle a grandi devant amicalement vôtre vraiment, sans doute la première diffusion, enfin voilà. Moi non, et même quand ça a été rediffusé, j'ai pas vraiment regardé, jamais je crois. Alors que Chapeau melon et bottes de cuir, j'adorais gamin, mais je me sens obligé de préciser la deuxième version, donc celle avec Purday là, qui fait du kung-fu, plus que la toute première, la première en noir et blanc, jamais aimé, enfin jamais aimé, c'est vachement bien, je l'ai vu plus tard, mais ça me touche pas, sans doute parce que ça me rappelle pas mon enfance pour plein de raisons, et puis bon bref, mais j'aime beaucoup la version 70 hein, de Chapeau melon et bottes de cuir. C'était vraiment excellent, et ça je l'ai vu, enfin pendant longtemps quand ça repassait à la télé, je regardais tout le temps quoi. Je trouve ça trop bien quoi. Team Le Parrain ou Team Scarface, alors ça on me l'a déjà posé, il me semble, il y a longtemps, mais Scarface bien évidemment, enfin bien évidemment. Je dis ça parce que j'ai fait tellement de vidéos interminables sur Scarface en décortiquant le film, en expliquant tout ce qui me plaît dans ce film et pourquoi, pour moi, sorti du cliché que c'est devenu à cause du rap et des gens qui n'ont rien compris, enfin qui n'ont pas compris que c'est un film triste sur la chute d'un mec quoi en fait hein, non c'est pas l'ascension d'un mec trop cool enfin mais Le Parrain j'aime beaucoup, je l'ai vu plein de fois, mais c'est pas un film qui me touche, voilà. Tu vois pourquoi je suis pas cinéphile, donc Scarface chef-d'œuvre pour moi que je peux regarder mais 1 milliard de fois, et je l'ai d'ailleurs vu je sais pas 30 fois, enfin je sais même pas. Le Parrain c'est pas ma cam en fait, mais c'est génial hein, mais c'est pas ma cam. C'était la dernière question de cette sélection, donc je vais m'arrêter là, j'espère que vous allez bien, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être le prochain JDV, et peut-être une vidéo indépendante, sait-on jamais.